Marseille, l'arrivée. Le 28 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts du Pharaon, venait de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgio et l'île de Lio. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plateforme du fort Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, grès, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée et appartient à un armateur de la ville. Cependant, ce bâtiment s'avançait. Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques accrochaient entre île de Calcelègne et île de Jarre. Il avait doublé Omègue et il s'avançait sous ses 3 unières, son grand phoque et sa brigantine. Mais si lentement et d'une allure si triste que les curieux, avec cet instant qui présente un malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord. Néanmoins, les experts en navigation reconnaissaient que si un accident était arrivé, ce ne pouvait être au bâtiment lui-même, car il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné. Son oncle était en voyage, ses haubans de bobelets décrochés, et près du pilote, qui s'apprêtait à diriger le Pharaon par étroite entrée du port de Marseille, était un jeune homme, au geste rapide et à l'œil actif, qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre du pilote. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint tant des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'entrée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramer au-devant du Pharaon, qui l'atteignit en face de l'anse de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint, le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec des beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y avait dans toute sa personne cet air de calme et de résolution particulière aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. « Ah, c'est vous, Dantès !» cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé? Et pourquoi cet air de tristesse répandu sur tout votre bord ?»« Un grand malheur, monsieur Morel, » répondit le jeune homme. « Un grand malheur, pour moi surtout. À la hauteur de Civitavecchia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. »« Et le chargement ?» demanda vivement l'armateur. « Il est arrivé à bon port, monsieur Morel, et je crois que vous serez content sur ce rapport. Mais ce pauvre capitaine Leclerc, que lui est-il donc arrivé ?» demanda l'armateur d'un air visiblement soulagé. « Que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine? Il est mort. Tombé à la mer? Non, monsieur, mort d'une fièvre cérébrale, au milieu d'horribles souffrances. » Puis se retournant vers ses hommes, « Orae, dit-il, chacun à son poste pour le voyage. » L'équipage obéit. Au même instant, les 8 ou 10 matelots qui le composaient se lancèrent les uns sur les écoutes, les autres sur les bras, les autres aux dresses, les autres aux albas des phoques, enfin les autres aux carques des voiles. Le jeune marin jeta un coup d'œil nonchalant sur ce commencement de manœuvre, et voyant que ses ordres allaient s'exécuter, il revint à son interlocuteur. « Et comment ce malheur est-il donc arrivé ?» continua l'armateur, reprenant la conversation où le jeune marin l'avait quitté. « Mon Dieu, monsieur, de la façon la plus imprévue. Après une longue conversation avec le commandant du port, le capitaine Leclerc quitta Naples fort agité. Au bout de 24 heures, la fièvre le prit. 3 jours après, il était mort. Nous lui avons fait les funérailles ordinaires, et il repose, décemment enveloppé dans un hamac, avec un boulet de 36 aux pieds et un à la tête, et la hauteur de l'île del Giglio. Nous rapportons à sa veuve sa croix d'honneur et son épée. C'était bien la peine, continua le jeune homme,
avec un sourire mélancolique, de faire 10 ans de guerre aux Anglais pour en arriver à mourir, comme tout le monde, dans son lit. Dame, que voulez-vous, monsieur Edmond, reprit l'Almator, qui paraissait se consoler de plus en plus. Nous sommes tous mortels, et il faut bien que les anciens fassent place aux nouveaux. Sans cela, il n'y aurait pas d'avancement, et du moment que vous assurez que la cargaison est en bon état, monsieur Morel, je vous en réponds. Voici un voyage que je vous donne le conseil de ne point escompter pour 25 000 francs de bénéfice. Puis, comme on venait de dépasser la tour ronde, rangez à calquer les voiles d'une, le phoque et la brigantine, cria le jeune marin. Faites bonheur. L'ordre s'exécuta avec presque autant de promptitude que sur un bâtiment de guerre. Amen, et calque partout. Au dernier commandement, toutes les voiles s'abassaient, et le navire s'avança d'une façon presque insensible, ne marchant plus que par l'impulsion donnée. Et maintenant, si vous voulez monter, monsieur Morel, dit Dantès, voyant l'impatience de l'Almator, voici votre comptable, monsieur Danglars, qui sort de sa cabine, et qui vous donne là tous les renseignements que vous pouvez désirer. Quant à moi, il faut que je veille au voyage et que je mette le navire en deuil. L'Almator ne se le fit pas dire 2 fois. Il saisit d'un câble que lui jeta Dantès, et avec une dextérité qui ait fait honneur à un homme de mer, il gravit les échelons cloués sur le flanc, rebondit du bâtiment, tandis que celui-ci, retournant à son poste de seconde, cédait la conversation à celui qui l'avait annoncé sous le nom de Danglars, et qui, sortant de sa cabine, s'avançait effectivement au-devant de l'Almator. Le nouveau venu était un homme de 25 à 26 ans, d'une figure assez sombre, obséquieux envers ses supérieurs, insolent envers ses subordonnés. Aussi, outre son titre d'agent comptable, qui est toujours un motif de répulsion pour les matelots, était-il généralement aussi mal vu de l'équipage que Edmond Dantès, au contraire, en était aimé. « Eh bien, monsieur Morel, dit Danglars, vous savez le malheureux, n'est-ce pas ?»« Oui, pauvre capitaine Leclerc, c'était un brave et honnête homme, et un excellent marin surtout, vieilli entre le ciel et l'eau, comme il convient à un homme chargé des intérêts d'une maison aussi importante que la maison Morel et fils, répondit Danglars. Mais dit l'Almator, suivant des yeux Dantès, qui cherchait son voyage. Mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être si vieux marin, qui vous le dites, Danglars, peut connaître son métier, et voici notre ami Edmond, qui fait le sien, ce me semble, un homme qui n'a besoin de demander des conseils à personne. Oui, dit Danglars, en jetant sur Dantès un regard oblique, où brilla un éclair de haine. Oui, c'est jeune, et cela ne doute de rien. À peine le capitaine a-t-il été mort, qu'il a pris le commandement sans consulter personne, et qu'il nous a fait perdre 1 jour et demi à l'île d'Elbe, au lieu de revenir directement à Marseille. Quant à prendre le commandement du navire, dit l'Almator, c'était son devoir comme seconde. Quant à perdre 1 jour et demi à l'île d'Elbe, il a autant, à moins que le navire n'ait eu quelque avarie à réparer. Le navire se portait comme je me porte, et comme je désire que vous vous portiez, monsieur Morel. Et cette journée et demie a été perdue par pure caprice, pour le plaisir d'aller à terre. Voilà tout. Dantès, dit l'Almator, se retournant vers le jeune homme. Venez donc ici. Pardon, monsieur, dit Dantès. Je suis à vous dans un instant. Puis s'adressant à l'équipage. Mouille, dit-il. Aussitôt, l'ancre tomba, et la chaîne fila avec bruit. Dantès resta à son poste, malgré la présence du pilote, jusqu'à ce que cette dernière manœuvre fût terminée. Puis alors, abaissez la flamme à mi-mât, mettez le pavillon en berne, croisez les vergues. Vous voyez, dit Danglars, il se croit déjà capitaine, sur ma parole. Et il est de fait, dit l'armateur. Oui, sauf votre signature, et celle de votre associé, monsieur Morel. Dame, pourquoi ne le laisserions-nous pas à ce poste, dit l'armateur. Il est jeune, je le sais bien, mais il me paraît tout à la chose, et fort expérimenté dans son état. Un nuage passa sur le front de Danglars. Pardon, monsieur Morel, dit Dantès, en s'approchant. Maintenant que le navire est mouillé, me voilà tout à vous.
Vous m'avez appelé, je crois. Danglars fit un pas en arrière. Je voulais vous demander pourquoi vous vous étiez arrêté à l'île d'Elbe.